En 1848, un certain homme de Prusse, c'est-à-dire allemand, de l'Empire allemand, a écrit un livre qui va changer l'histoire de la politique internationale. Son nom, c'est Karl Marx, et son livre, c'est le Manifeste du Parti communiste, qui va donc être le livre fondateur, la Bible de ceux qui croient que le capitalisme n'a plus sa place et que le communisme, donc le travail communautaire, l'importance moindre, même nulle de l'argent, va devenir un très gros truc, surtout en Russie et dans ses alentours. Et donc aujourd'hui, on va lire donc pour la 3e semaine Hugo décrypte en Russie, donc d'Hugo Travers, Chris et Coco Pello. Et aujourd'hui, donc un chapitre très important, un seul chapitre, mais un chapitre long de 52 pages. Camarades, qui dure de la page 119 à 170, et qui va parler de l'époque de la révolution communiste, de la guerre froide, de la montée au pouvoir de Staline, de Lénine, et tout simplement l'existence de l'URSS. Et donc, c'est littéralement une époque qu'on connaît beaucoup et qui va sûrement être extrêmement bien documentée. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va entrer directement dans le vif du sujet avec donc chapitre 5, Camarades. Et là, on abandonne l'image avec le Piaf. Là, c'est tout simplement donc le personnage d'Hugo avec la faux et le marteau, qui est donc le logo, hein, si vous connaissez le logo de l'URSS, enfin, le drapeau de l'URSS, c'est ce qu'il y a dessus. C'est tout rouge, hein, comme ce chandail, j'ai fait exprès, évidemment. C'est donc très rouge avec le marteau et la faux juste ici. Commençons sans plus tarder. On se rappelle qu'à la fin, Hugo rencontrait Staline. Ou Iosif Vissarionovitch Djugavitchili. Quelque chose du genre, ok? Mais Joseph Staline, c'est plus simple. Les révolutions aiment le rouge. C'est la couleur de ces drapeaux, celle du sang et du feu. La nôtre a commencé à Saint-Pétersbourg, le dimanche 22 janvier 1905. Je l'avais dit, hein? Donc, 22 janvier, on est le 19, donc ça fait presque pile 121 ans. À peu près. 150 000 personnes défilaient pacifiquement pour réclamer des avancées sociales. Elles ont été mitraillées par des Cosaques qui défendaient le tsar, faisant des centaines de morts et de blessés. C'est le dimanche rouge, une rupture définitive entre le peuple et le souverain. Et au même moment, pour ne rien arranger, le Japon nous infligeait une terrible défaite en Asie, où nous luttions pour le contrôle de la Mandchourie et de la Corée. Donc Mandchourie, c'est le territoire du nord-est de l'Asie. Donc l'Empire russe, la Mandchourie, l'Empire de Chine et l'Empire du Japon avec la Corée. Et du moins, au niveau de la Corée, oui, la Corée du Sud a une influence américaine et japonaise, mais la Corée du Nord, c'est pas mal un des derniers bastions communistes qui restent avec la Chine actuellement. Franchement, Russie, Chine et Corée du Nord, c'est pas mal les 3 pays communistes actuels. Et comme par hasard, c'est les 3 pays où il y a plus de merde. Enfin, c'est pas le sujet. Pas exactement. En octobre 1905, le tsar Nicolas II a ramené l'ordre en accordant la liberté de conscience, de parole et de réunion, et en créant la Douma, une assemblée élue au suffrage universel indirect. Mais c'était de la poudre aux yeux. La Douma n'a jamais eu de pouvoir réel. Cette révolution manquée de 1905 a duré des mois et a fait 18 000 morts et 30 000 blessés. Pour rien? Non. C'était une répétition. Sibérie, février 1917. Donc 1917, pas comme le film, hein, mais 1917, c'est pas mal l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc là, on a un feu, Staline, une image de cette révolution, la map. Donc en rouge, c'est les Russes, en bleu, les Mandchouris, les Chinois en jaune. Oui, regarde, c'est pas moi qui ai décidé. La Corée en vert, parce que oui, la Corée existait, hein, mais c'était encore un seul bloc. Et l'Empire japonais.
Donc là, rien de bien spécial pour l'instant à part ça. Ah, Hugo, je viens de recevoir une excellente nouvelle. J'ai été réformé pour atrophie du bras gauche. Je ne serai pas envoyé au front. Pas de guerre pour moi. Quelle guerre? Donc, réformé, un soldat réformé est un soldat déclaré inapte au service. La Grande Guerre. Parce qu'à l'époque, évidemment, c'était pas la Première Guerre mondiale, parce qu'elle n'avait pas eu avant. Fait que c'était la Grande Guerre. Mais ça, si vous avez suivi votre histoire, vous le savez. Depuis l'été 1914, l'Europe a plongé dans le plus terrible des conflits. D'un côté, les Alliés, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Russie. De l'autre, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Au début, la Russie a remporté quelques succès, mais nous n'avions pas les capacités de soutenir une guerre moderne aussi longue. Depuis 1905, les crises s'enchaînent dans le pays. Grèves, révoltes, famine. Pour nous les révolutionnaires, c'est une chance. C'est mon heure. Je rentre à Petrograd. Petrograd, c'est le nom. Le nom Saint-Pétersbourg a été russifié car il sonnait trop allemand. Ouais, j'avoue. Vous êtes nous les révolutionnaires. Mais de qui parlez-vous exactement? Nous sommes tous des marxistes. Donc, idéologie politique élaborée par Karl Marx. C'est à la fois une explication de la société capitaliste et une critique de celle-ci. Mais nous divisons en deux groupes. Les mencheviks et les bolcheviks. Les mencheviks estiment que les ouvriers doivent construire eux-mêmes la voie vers la révolution. Donc là, on a des exemples de noms. Je connais pas, hein, mais Sukhanov, Petrosov, Martov, Plekhanov, Zasulich, puis il y en a d'autres. J'ai l'impression que 80% c'est des noms avant Ov. Mais bon. Mais nous, les bolcheviks, nous sommes persuadés que pour faire la révolution, les ouvriers ont besoin d'un parti centralisé, d'un chef. Donc il y a Kemenev, Zinoviev, Staline, Kollontai, Lénine et d'autres. Tous les pouvoirs, tous les moyens de production doivent être entre les mains des prolétaires. Pour y arriver, nous avons un chef, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Ouais, c'est possible des noms relativement simples, à comparer de l'autre nom barbare. Là. Vladimir Ilitch Ulyanov. Ça va, c'est pas si compliqué. Ma seule peur est que la révolution ait commencé sans nous. Nous avons tous été exilés en Sibérie, en Suisse ou aux États-Unis. Donc là, on va dire son chalet. Là, il est réformé. Là, il y a la map pendant la Première Guerre mondiale. Hein, donc, c'était la triple entente. Donc, c'était l'Allemagne, Autriche-Hongrie et Empire ottoman, ces trois-là. Contre France, Royaume-Uni, Empire russe et Italie. Puis bon, tout le reste, genre la Suisse. Tout ce qui est en jaune, c'est ceux qui sont juste pas concernés. Donc, ah oui, faut pas oublier que là... Oh non, ok, non, lui, je pensais qu'il avait quitté le train, mais c'est juste qu'il en reprenne un autre. Donc là, il parle des révolutionnaires, donc, et donc des deux groupes de marxistes. Comme j'avais dit en l'intro, je l'ai pas fait pour rien. Donc, en vrai, soyons honnêtes, les mencheviks, est-ce que vous avez vraiment entendu parler des mencheviks? Non. Mais les bolcheviks, oui. Pourquoi? Ben, c'est souvent parce que les bolcheviks ont gagné. Et donc, tous ces révolutionnaires-là, ils sont exilés, fait qu'ils vont devoir revenir à la patrie avant de commencer cette révolution. Depuis le 18 février 1917, d'importantes grèves et manifestations ont lieu à Petrograd. Des ouvrières du textile réclament du pain et la fin de la guerre. Elles vont rejoindre un autre cortège issu des usines de métallurgie. Et là, c'est écrit des trucs, mais en russe. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Cyrillique, je crois? Peu importe. Je t'écris cette lettre car depuis ce soulèvement, toutes les communications sont coupées avec la Russie. Au matin du 27 février, les soldats chargés de la répression des manifestants fraternisent. Le peuple s'empare des armes. C'est la révolution. Le 2 mars, le tsar Nicolas II abdique. Après 3 siècles de pouvoir absolu, c'est la fin des Romanov.
le pouvoir tsariste et l'autocratie s'écroulent en quelques jours. Loser! Avec moi, ils auraient tous signé écartelés. Encore assis? Debout, Hugo! Le Soviet nous attend! Le Soviet? C'est un conseil d'ouvriers, de paysans et de soldats. On y débat et on y vote toutes les décisions qui nous concernent. La démocratie la plus directe qui soit. Celui de Petrograd a été créé le 27 février 1917. Depuis, il s'en crée chaque jour dans les villes et les usines de tout le pays. Les gens ont l'air heureux. Oui, pour le peuple, c'est une libération. On se réunit, on débat, on dessine notre avenir, alors que jusqu'ici, nous n'avions pas notre mot à dire. Les femmes russes sont parmi les premières au monde à obtenir le droit de vote. Mais derrière cette façade, la lutte pour le pouvoir est féroce entre les bolcheviks et le gouvernement provisoire constitué de 3 partis. Les mencheviks, les SR, socialistes révolutionnaires, donc non marxistes, et les libéraux appelés les KD. Je ne sais pas c'est pourquoi, par contre, KD. Donc, officiellement, après la chute de Nicolas II, les Romanov sont tombés. Ils ont quand même duré très très longtemps. On se rappelle de tous ces personnages-là. On les a explorés les 2 dernières semaines. Et voilà, enfin une alliance qui se fait dans un monde qui a l'air un peu plus heureux et où les femmes ont le droit de vote. C'est un des premiers endroits au monde où ça a été possible. En reste, j'ai quasiment envie de dire que c'est un pays féministe, mais bon, ça serait peut-être surestimer la gloire de cette nation-là. Mais bref, donc voici ces 2 pages. Avril 1917. En 1917, c'est une très importante année, il faut voir. On est déjà, ça fait déjà quoi, 5 pages? 1, 3, 5, 6, on est à la 6e page et on en parle encore de 1917. Donc c'est une année très importante. Voici le Soviet de Petrograd. Lénine est à sa... Merde, non, c'est pas lui qui fait le... Ok, parce que c'était un genre de gros truc, je pensais qu'il faisait un gros monologue, mais c'est l'autre qui fait un monologue, pardon. Voici le Soviet de Petrograd. Lénine est à la tribune, il présente notre programme. Paix immédiate, refus de tout soutien au gouvernement, confiscation et partage des terres par les paysans, contrôle ouvrier sur les usines, tout le pouvoir aux soviets. Vous me publierez ça dans le Pravda, la vérité. C'est notre journal. Je fais partie du collectif qu'il dirige. Avec, entre autres, Alexandra Kollontai, elle sera l'une des premières femmes au monde à diriger un ministère. Mais pour le moment, le gouvernement provisoire refuse nos revendications sociales et de mettre fin à la guerre. Pour survivre, la démocratie russe a besoin d'une armée forte et d'une victoire militaire. L'offensive contre les armées austro-hongroises commencera le 18 juin. Mais cette attaque est un échec. Les soldats désertent. Le peuple ne veut plus de cette guerre. Engagez-vous, qu'il disait. Les 3 et 4 juillet 1917, les marins, donc de la base navale de Kronstadt, près de Petrograd, qui connaîtra une nouvelle révolte en 1921. Et les ouvriers de Petrograd... Ah non, merde. Ah, ok, putain, c'est parce que j'étais quasiment écrit la même chose, fait que je pensais que j'avais relu 2 fois la même chose. Les 3 et 4 juillet de 1917, des marines et des ouvriers de Petrograd se révoltent contre le gouvernement provisoire. Trop tôt, mal préparé, l'insurrection échoue. Révoltez-vous, qu'il disait. Nous, les bolcheviks, sommes accusés d'être les organisateurs de cette révolte. Trotsky, l'un de nos meilleurs orateurs, est jeté en prison. Lénine doit fuir en Finlande. Partir, revenir, ça doit être ça, la révolution permanente. Et au mois d'août, c'est au tour d'un général cosaque, Lavre Kornilov, de tenter de prendre le pouvoir par la force à Petrograd. Tsar Kornilov, ça sonne pas mal, je trouve. Son putsch échoue, mais nous vivons désormais sous la menace d'une contre-révolution, voire une dictature militaire. Encore un nouveau, je te préviens, c'est ma banquette. Donc là, on a le gros discours de Lénine. Ok. Autant, je dirais à peu près, autant important que Staline dans cette histoire-là. Donc on voit encore que l'endroit est quand même plutôt féministe.
Il faut pas abuser, c'est pas féministe à 100%, mais ça évolue mieux que dans beaucoup de pays. Au moins, on peut leur donner ça. Là, t'as le gouvernement qui essaye de bloquer ça hein, et de finir la guerre, mais bon, ça se voit que la guerre commence à partir en couille. Et la révolte aussi, hein, y a rien qui va bien, faut croire. T'as Lénine qui est exilé, t'as un autre mec, un autre Kazakh qui essaye d'être chef, mais ça marche pas. Donc voici. Imaginez, nous sommes le 25 octobre 1917. Hey, c'est une astuce d'année 1917, hein? Non, mais on est encore en 1917 après quasiment 10 pages. Alors que des fois, il y a des dizaines d'années qu'on skip, là. Mais bon, c'est vrai que le 20e, 21e siècle sont très importants. Mais bref. Et comme en Russie, je déclare ouvert le Soviet d'Hugo Décrypte. Ah, mais ouais, c'est à partir de là qu'au collège, on commence à étudier l'histoire de la Russie. Exact. Car c'est le moment où la Russie va connaître des changements radicaux. Et ces changements ont encore une grande influence aujourd'hui. Non seulement pour la Russie, mais aussi pour le monde entier. Les paysans commencent à virer les nobles et à se partager les terres. Et les ouvriers prennent les armes. Si je ne dis pas de bêtises, les bolcheviks appliquent la tactique de Lénine. Grâce à un petit groupe de révolutionnaires résolus, ils vont prendre le pouvoir par la force. Tout à fait. Ils attaquent les points stratégiques de Pétrograd. Donc Pétrograd en 1917, la gare de Finlande, la forteresse, le palais d'hiver, le palais de Tauride, le fleuve Neva et l'arsenal. Et qui commande cette offensive? Donc Pétrograd en 1917. Léon Trotsky. Sorti de prison, il va mettre en œuvre ses talents de stratège. Au matin du 25 octobre 1917, nous prenons le contrôle des ponts, des gares, de la banque centrale, de la poste et du téléphone avant de lancer l'assaut final sur le palais d'hiver, l'ancienne résidence officielle du tsar. Ce deuxième mouvement révolutionnaire de 1917 consacre le triomphe de nos idées. À l'écouter, on croirait à une grande bataille, mais la réalité, c'est que la résistance a été très faible. On ne dénombre que 5 morts et quelques blessés. Il y a des morts pareils. Une mort, c'est une mort quand même. Mais bon, c'est vrai qu'à comparer de d'autres batailles, c'est pas fou. Hein, ça doit être trois pélos, pas des coco pélos, hein, des trois pélos qui sont pétés la gueule, hein, qui ont reçu une balle sans faire exprès, je sais pas. Je me dis 5, ici, c'est juste 5 morts, c'est vraiment... Quand tu peux compter avec une main, c'est que c'est pas beaucoup, là. Ça reste des pertes humaines, mais c'est pas... Ça change pas grand-chose, je pense. Donc là, on est dans le monde récent. Donc une réunion entre Hugo Décrypte et, je pense, ses employés. Parce qu'il faut pas oublier que Hugo Décrypte, c'est une entreprise. C'est devenu une entreprise hein, d'information. Et donc, on parle donc de l'attaque sur Pétrograd par Léon Trotsky. Enfin, un nom très simple. Hein, Joseph Staline, Vladimir Lénine, Léon Trotsky. Je suis content d'avoir des noms simples de temps en temps. Hein, ça fait du bien. Et donc là, on a une grosse image sur une page de ce qu'a pu faire la Révolution. Mais comme on voit, il y a des répercussions, mais c'est pas énorme à comparer d'autres choses. Quoi. Mais ça reste un fait important. Est-ce qu'on est encore en 1917? On va voir ça. La dissolution du gouvernement provisoire a été officiellement prononcée hier. La Russie sera désormais dirigée par un conseil des commissaires du peuple. Ce conseil est constitué de bolcheviks, car pour les autres partis, nous avons fait un coup d'État. À part quelques radicaux chez les SR, les partis révolutionnaires sont opposés à cette prise de pouvoir par la force. Et grâce à ces décrets, nous allons maintenant changer la Russie. Pour commencer, nous proposons à tous les pays actuellement en guerre d'entamer des pourparlers en vue d'une paix immédiate, sans annexion et sans indemnité. Et toujours sans indemnité, nous approprions les terres des grands propriétaires terriens. Donc, il y a donc le conseil propose également l'abolition de la peine de mort, ça c'est bien, la nationalisation des banques, ça je suis pas sûr, le contrôle ouvrier sur la production,
Très communiste comme idée. Le contrôle ouvrier... non, mais la création d'une milice ouvrière. OK. La journée de 8 heures. Ça, c'est très bien. Parce que c'est encore ce qu'on a. Hein. Moi, si je suis pas trop con, je vais avoir un travail qui est du 9 à 5. Fait que c'est pas mal du 8 heures. Donc, faut croire que ça vient des Soviétiques. La souveraineté et l'égalité de tous les peuples de Russie et leur droit à disposer d'eux-mêmes, y compris par la séparation politique et la constitution d'un État national indépendant. La suppression de tout privilège à caractère national ou religieux. La séparation de l'Église orthodoxe et de l'État. Et le passage du calendrier julien au calendrier grégorien. Le 1er février 1918, on en fait en 18, nous serons donc le 14 février, comme presque partout ailleurs dans le monde. Ça reste juste 13 jours, c'est pas énorme non plus, c'est même pas 2 semaines. Presque, mais c'est pas 2 semaines. Pardon. À Pétrograd, la révolution rencontre peu de résistance. Mais à Moscou, il nous faut une semaine de combat acharné pour prendre le contrôle de la ville. Cela ne nous empêchera pas d'en faire la nouvelle capitale. Moscou devient le centre du pouvoir en Russie. Avec donc, comme j'ai dit, la capitale, la cathédrale Saint-Basile. Une assemblée est élue fin novembre 1917. Ah ben non, on n'avait pas fini avec 1917 finalement. Mais nous sommes minoritaires car les campagnes ont voté en masse pour les SR. Du coup, dès la première réunion de l'Assemblée, nous l'avons dissoute. Puis, à l'été 1918, nous commençons à éliminer nos opposants, mencheviks et anarchistes. Dans les villes, la situation alimentaire est catastrophique. Les habitants manifestent, mais nous les réprimons. Vous étiez censés les aider, bande de caves. Non. Même chose dans les campagnes. Les paysans se révoltent car nous réquisitionnons leurs récoltes. Ça c'est être communiste. Ah mais non, justement, c'est ça le principe du communisme, c'est que rien t'appartient. C'est exactement ça. Dans le capitalisme, t'achètes un truc qui est à toi. Mais là, tout appartient à tout le monde. C'est peut-être ça le problème. Alors, notre police politique, la Tchéka, instaure la terreur rouge. Des milliers de personnes seront fusillées, souvent sans procès. J'ai toujours dit, je pense que je l'ai déjà dit, je pense c'était la semaine dernière ou une autre fois, mais j'ai dit, pour moi, le communisme, c'est une bonne idée qui a parti en couille trop vite. Ça aurait pu bien tourner, mais ça a tourné mal très très vite. Donc là, on a le début du règne de Lénine et Staline. Là, on a donc quelques règles qui ont été votées. Et des répressions déjà contre Moscou. Mais bon, ils ont réussi quand même à atteindre l'endroit et le rang de la capitale. Il y a le vote, et après, c'est le bordel. Ils tuent les mencheviks, les anarchistes, les habitants, les paysans. Les politiciens, tout le monde se font kill, et c'est donc peut-être pour ça que la Russie a une réputation honte en nulle. Mais au moins, ils tuent pas les femmes, donc ils sont féministes. Ah, de rien qui se dit qu'ils font pas ça aussi, hein, mais au moins là, c'est pas écrit. Et en plus, vous continuez la guerre mondiale? Non. Lénine avait promis la paix immédiate. Le 3 mars 1918, c'est bon, nous avons signé avec l'Allemagne et ses alliés le traité de paix de Brest-Litovsk. L'armée allemande n'est plus qu'à 150 km de Pétrograd. Il faut faire la paix à n'importe quelle condition. Et ça, c'est une citation historique traduite. Donc, c'est ce qu'il a dit, mais en russe. À l'ouest, la Russie est amputée de la Biélorussie, de l'Ukraine, des pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, de la Finlande et d'une partie de la Pologne. Donc, vous allez voir, partie occupée par les empires centraux, donc allemand et austro-hongrois, suite au traité de Brest-Litovsk. Donc, c'est ça, c'est pas mal l'Ukraine, Biélorussie, puis tout ce qu'il dit. Et vous allez voir, il y a des petites frontières. Donc, entre la France et... je suis pas sûr. Je veux dire les Pays-Bas, mais c'est sûrement pas ça. Et là aussi, Autriche-Hongrie avec l'Italie et tout. Nous espérions que notre révolution se répandrait en Europe et nous placerait au centre du jeu. Mais cela n'a pas été le cas. Nous restons isolés et surtout divisés. Au cours de l'année 1918, en Russie, les tensions dégénèrent. La guerre civile va durer 4 ans. Et là, on a un plateau de jeu de risque, je crois que ça s'appelle.
Nous, les bolcheviks, qu'on appelle les Rouges, nous allons devoir affronter 3 menaces pour la révolution. Donc, Bouddiani, Lénine et Trotsky. L'armée blanche, qui regroupe nos opposants politiques, des anciens officiers tsaristes, des mencheviks, des SR, des KD. Donc, Kornilov, Denikin, Alexeyev et Kolchak. L'armée verte qui désigne les multiples révoltes paysannes, des bandes armées luttant contre nous, mais aussi contre les Blancs, donc groupe de Cosaques et de paysans. Et des indépendantistes, donc les jaunes symbolisent des indépendantistes qui veulent émanciper du pouvoir central russe. Il y en a en Arménie, en Azerbaïdjan et même en Géorgie, mon pays. Ouais. Vous voyez, ce qui c'était paradoxal, genre, Staline, ça a été le boss donc de la Russie, de l'URSS, mais il était géorgien, et Hitler, il était autrichien. Genre, what the fuck? Ils sont connus pour avoir, enfin, malheureusement connus, pour avoir dirigé des pays qui sont même pas leur pays d'origine. On se rend compte de la dinguerie historique que c'est quand même. Vu l'immensité du territoire et le peu de moyens de chaque armée, cette guerre ne sera pas une guerre de tranchées mais de mouvement. 2 éléments vont alors devenir essentiels. Le train et la cavalerie. Nous serions très bons dans les deux. Ha ha! Moi, je suis un aventurier du rail, moi. Wow, le tricheur, hey! La triche! Oh, c'est pas gentil! Ça, c'est pas écrit, mais voilà. Donc là, comme j'ai dit, donc tout ça, c'est la Russie, avec tout ça qui ont été amputés. C'est pas très grave, hein, regarde le putain de gros bloc russe qu'il y a quand même. Là, il y a toutes les armées, et donc là, on a un jeu de risque. Je crois que ça s'appelle avec l'armée rouge, verte, jaune et blanche, qui sont pas mal toutes contre. Mais au niveau de ce qu'ils ont en soi, les rouges sont larges devant tout le monde. Donc eux autres, avec leurs petits pions à la con, ils font pitié à côté du train, c'est sûr. Mais dès le printemps 1918, les opposants constituent de véritables armées et nous repoussent de partout. En septembre 1918, Trotsky et son armée rouge inversent les choses, en remportant une victoire symbolique à Kazan. La guerre devient totale. À l'automne 1919, 3 offensives nous menacent depuis le sud, le nord et l'est. Nous sommes tout près de l'effondrement. Notre idéologie, notre organisation, notre discipline et la répression nous permettent de tenir. Nos ennemis épuisés par la guerre s'écroulent les uns après les autres. Les pertes humaines de la guerre civile sont estimées entre 7 et 12 millions de personnes. Ah, c'est pas le 5 de tantôt, là, c'est 7 à 12 millions. Plusieurs territoires, dont l'Ukraine, l'Arménie ou la Géorgie, sont devenus indépendants en 1918. Il nous faudra 3 ans pour les réintégrer de force dans ce qui va devenir, le 30 décembre 1922, l'URSS. Attends, juste pour être sûr. Merde, je me souviens plus exactement de chacun qu'est-ce qu'il dit. Attends, l'Union des républiques socialistes soviétiques, je crois que c'est ça. Donc il y a la Russie, hein, donc Moscou, Kazan, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Déjà que la Russie c'est gros en crise, ben là c'est encore plus gros. c'est ça en gros que ça veut dire. Donc là, t'as la fin de la guerre, donc la fin de la partie de risque, avec donc une défaite pour tout le monde à part les rouges. Et donc là, on a à quoi va ressembler la Russie de 1922 à 91, si je m'abuse, si je suis pas trop con. Donc ça va durer un simonac de gros bouts, à peu près une bonne grosse partie du 20e siècle. Donc à peu près pendant 69-70 ans. Donc c'est quelque chose de très important à connaître pour la suite. L'URSS, donc l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui va techniquement être le plus gros pays au monde. Et c'est quand même fou que même après l'URSS et que tous les pays autour sont devenus indépendants, la Russie reste le plus gros pays et le Canada est deuxième. On est 9,9 982 000 km². Nous autres, le Canada, eux autres sont 17. C'est quasiment le double
Et on est le deuxième plus gros. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on est deux gros pays, mais on n'est pas tant. On est beaucoup, mais c'est sûr, quand on parie de la Chine ou de l'Inde, on est peu. C'est ça. Même maintenant, ou à cette époque-là, ça importe peu. Ah, voilà, la carte est complète. Il manquait quelque chose. Non, il manquait rien. Donc, tous les stans, okay? Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan. Et Azerbaïdjan aussi. Donc, il y a quoi? Il y a juste le Pakistan qui est pas là, limite. Il y a un magnet dans chaque boîte de cordon bleu. Ça m'a pris du temps, mais j'ai toutes les républiques de l'URSS. Finalement, ils n'ont fait que reconstituer l'Empire russe, en gros. Quasiment. Moscou organise un regroupement de républiques. URSS signifie d'ailleurs Union des républiques socialistes soviétiques. Ouais, je l'ai dit sans que je suis là. Et aussi un truc qui est quand même drôle. Dernièrement, j'ai vu le film Street Fighter, et donc j'ai écouté quelques chansons, j'ai un peu joué au jeu. Et Zangief, le perso, donc, il est pas russe, parce que Street Fighter est sorti en 91, et je pense que c'est... en 91, ouais, c'est ça. Et c'est encore l'URSS, donc dans le premier Street Fighter, et dans le second, il est pas dans le premier, mais dans le second, Zangief, il est soviétique, il est pas russe. Donc c'est quand même cocasse. Comme les États-Unis. Les États-Unis comptent 50 États. L'URSS compte 15 républiques à partir de 1956. Celle qui a la population, la surface et l'économie les plus importantes, c'est la République de Russie. Elle domine toutes les autres, comme la République socialiste soviétique d'Ukraine ou celle de Biélorussie. Contrairement aux États-Unis, l'URSS n'a jamais été une union de républiques égales en droit. Tu manges encore, Hugo? On te nourrit pas en URSS? Putain. En 1921, la population a subi une terrible famine, l'enfer sur Terre. Il faut que j'y retourne, d'autant que j'ai l'impression qu'il y a du nouveau. Moscou, 27 janvier 1924. Lénine est mort, mais son œuvre demeure. Et je compte bien de celui qui va la continuer. Maintenant que je suis secrétaire général du parti. Pauvre Lénine. Sa santé déclinait depuis 2 ans. Pour lui rendre hommage, nous avons rebaptisé Pétrograd, Léningrad. Et la famine semble terminée, est-ce que je vois. C'est grâce à la NEP, la nouvelle politique économique, mise en place en 1921. Les terres n'appartiennent plus seulement à l'État, mais aussi de nouveau aux paysans. Salut Moujik, on a un petit cadeau pour toi. Les paysans peuvent désormais vendre ce qu'ils cultivent sans réquisition par l'État. On a aussi baissé les impôts et les taxes. Il est beau mon blé, ils sont chauds mes haricots. Trotsky est contre cette NEP. Il estime que c'est une trahison de nos idées. Je vais l'évincer avec l'aile gauche du parti en 1927. Et l'année suivante, je vais abandonner la NEP et exclure l'aile droite du parti, dont le camarade Boukharine. Il ne restera alors plus que le centre. Moi. Est-ce d'égoïste? Non, mais c'est égoïste. Hein? Donc là, on est à l'époque moderne et là, dans les années 20. Pas 2020, 1920. Non. Donc là, on a la Russie au complet, les États-Unis, pour voir à quel point c'est différent. Le Hugo, il bouffe en vierge parce qu'il mange pas en Russie. Hein, il y a une assez grosse famine. Puis là, on revient à l'époque où Lénine est mort. Et quand Lénine est mort, ben, Staline a commencé à faire son intéressant. Et à essayer de dégager tout le monde, à faire des concessions. Enfin, non, pas de concessions, mais des réformes hein, pour essayer de prendre le pouvoir. Si vous connaissez donc votre histoire un minimum, vous allez savoir que ça a bien réussi, malheureusement. Oh, ok, là, on a une double page. 2 doubles pages, quand même très importantes. Progrès, industrie, travail, révolution, collectivisation, abondance et nationalisation. Donc ça, c'est ce qu'il pensait que ça allait faire. Ce que Staline pensait que ça allait faire tout ça.
Seul maître à bord, et pour un quart de siècle, je vais façonner ce pays tout entier à mon idée et lui faire subir un grand tournant. Chaque paysan reçoit un lopin de terre qu'il peut utiliser librement et dont il peut vendre les produits sur un marché libre. Ah oui, il y a une étoile, j'avais oublié. Il y a la faux, il y a le marteau, mais il y a l'étoile aussi russe. Enfin, soviétique. Peuplement et mise en valeur des vastes espaces semi-désertiques de la partie asiatique de l'URSS. Avec sa théorie du socialisme dans un seul pays, Staline abandonne l'appel à la révolution internationale pour se consacrer à l'édification du socialisme uniquement en URSS. Cela assume les autres puissances mondiales. Collectivation totale, les terres et les moyens de production des paysans sont regroupés dans les kolkhozes et les sovkhozes. Le kolkhoze est un système de terre exploité en commun par des paysans recevant une part de la production. Un sovkhoze est une ferme d'État employant des paysans salariés. Grands travaux. Construction du canal de la mer Blanche, de barrages, d'énormes usines, de gratte-ciel, du métro à Moscou et de nouvelles villes. Nationalisation des entreprises. Elles appartiennent désormais à l'État. Priorité à la sidérurgie, la métallurgie et l'armement. En 1940, l'Union soviétique devient l'une des 3 premières puissances industrielles mondiales. Et planification de l'économie, fixant des objectifs de production pour 5 ans, disparition du chômage. Tout ça, c'est de la propagande. Rien n'est vrai. Au milieu, tu as la photo fierté avec Staline, puis un enfant avec des fleurs en mode tout va bien, la vie est belle. Hein. Tout le monde cultive ses terres, le repeuplement, les lois avec les gens, les relations internationales, l'alimentation, les entreprises, les industries, l'économie. Donc plein de trucs qui sont trop beaux pour être vrais. En gros, c'est ça. Donc voici donc quand même une photo très détaillée et un détail unique, c'est que d'habitude c'est des pages blanches comme dans toutes les bandes dessinées. Là on est sur des pages rouges. Des grosses pages rouges comme les URSSiens. Non, je sais bien que c'est soviétique, là, mais regarde, je vais faire le câble. Mais la page d'après, on va découvrir la vérité. Famine, misère, déportation, contrôle de la population, arrestation des opposants. Et donc là, on va avoir les mêmes images que la page d'avant, mais détruite. Genre morne, sans couleur, désolée. Voici la vérité. Des millions de paysans sont tués ou exportés. Les récoltes sont confisquées, entraînant une famine, en particulier en Ukraine, qui fait 4 à 6 millions de victimes en 1932 et 1933. Déportation en Sibérie et en Asie centrale, assignation à résidence et travaux forcés pour les ennemis du peuple. La terreur et la violence sont des instruments politiques. Le 7 avril 1930, création du goulag. C'est très important. L'administration des camps et de rééducation par le travail, essaimés dans les recoins les plus hostiles du pays. 20 millions de Soviétiques qui seront déportés, 4 millions y mourront. Et attends. C'est quel? Attends, j'ai lu ça qu'il y a un truc que j'ai pas lu. Ah, ok, bon, c'est plus loin. Mais donc, 4 millions y mourront. Chiffre de l'historien Nicolas Verte. Passeport intérieur obligatoire, liberté de circulation réduite ou inexistante pour les paysans attachés à leur lieu de résidence. Livret de travail empêchant tout changement d'emploi non autorisé. Utilisation des prisonniers du goulag pour les grands travaux, la mortalité est massive. Le canal de la mer Blanche, entièrement creusé par la main-d'œuvre forcée, est inutilisable par manque de profondeur. Industrialisation massive au détriment des conditions de travail. Promotion du stakhanovisme, doctrine encourageant à travailler et produire toujours plus. Donc, inspiré du mineur Alexei Stakhanov, qui aurait extrait le 31 août 1935 102 tonnes de charbon en 6 heures, soit 14 fois le quota demandé. Et dictature totalitaire et contrôle politique, économique, social et même intime des citoyens. Associations, syndicats et autres structures indépendantes du pouvoir sont interdites. Donc là, on a l'équivalent de l'autre, mais négatif. Donc là, une femme heureuse, là, on a littéralement la mort. Là, on a le nationalisme, là, on a la déportation.
Là, on a le socialisme et les relations internationales. Là, c'est les goulags. Les terres comme moyen de production, ben là, ils sont toutes déportées. L'image au milieu, on a un enfant heureux avec des belles fleurs. Ben là, on a un enfant sur le point de crever avec des trucs pleins de pollution, des fleurs mortes. Là, on a des industries florissantes. Là, on a des industries avec plein de crânes, donc des gens qui crèvent. Là, on a donc un mec heureux qui travaille. Là, on a un mec épuisé qui travaille. Et l'économie, ben là, c'est autoritaire, totalitaire. Donc, ça vaut pas mieux que les Allemands, finalement. Enfin, les Allemands de l'époque, évidemment. Les Allemands actuels, ils sont chill. Mais de l'époque, on voit le genre. On voit le genre, c'est pas mal la merde. Comme toujours, dis-moi. Attention, choc, je le dis, dans la prochaine page que je vais montrer, il y a des svastikas allemandes. Des croix gammées, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc j'espère que je vais pas être banni de YouTube à cause de ça, mais promis, je vais rien dire de choquant là-dessus. Mais c'est dessiné, fait que ça a été accepté par l'éditeur, fait qu'il faut croire que c'est correct. Joseph Staline, qu'avez-vous à répondre au sujet des crimes perpétrés sous votre gouvernement depuis 1929? Puisque votre procès n'a jamais eu lieu, nous allons nous en charger. Déjà, ça a commencé bien avant que je sois seul aux commandes. Mais c'est sous votre règne, mais sous votre règne, cela a atteint des proportions sans équivalent dans l'histoire. Le pays était dans une situation terrible et j'ai fait ce que je croyais être le mieux pour le redresser. Pour le dresser, vous voulez dire, nous autres Ukrainiens, nous vous accusons d'avoir sciemment organisé la famille de 32-33 que nous appelons Holodomor. Des millions de morts rien qu'en Ukraine, un véritable génocide. Je proteste. Nous ne reconnaissons pas cette qualification de génocide inventée par les Occidentaux. Cette famine a touché bien d'autres territoires de l'URSS et pas seulement l'Ukraine. Encore une fois, les Ukrainiens et Russes n'ont pas vraiment la même vision de l'histoire. Ensuite, c'est la Grande Terreur. Entre août 1937 et novembre 1938, 3/4 million, donc 750 000 soviétiques sont exécutés et 800 000 déportés au goulag. Soit 50 000 exécutions par mois, 1600 par jour. Un adulte soviétique sur 100 fut exécuté d'une balle dans la nuque. Chiffre de l'historien Nicolas Verte. Il faut faire confiance à ce mec, apparemment. Ces grandes purges ont également décimé notre armée rouge, qui était notre force. À la veille d'un conflit mondial, nous devenons une proie idéale pour nos ennemis. Justement, le devoir m'appelle, camarade Trotsky. J'ai rendez-vous avec le ministre allemand. Le ministre allemand? On se demande bien c'est qui, hein? Moscou, nuit du 23 août 1939. Voilà, c'est signé. Ravi de cet accord, monsieur le ministre von Ribbentrop. En fait, on va s'occuper de Trotsky. Il ne nous embêtera plus. Trotsky sera assassiné en 1940 sur l'ordre de Staline, d'un coup de pistolet dans le crâne, alors qu'il a été exilé au Mexique depuis 1929. Attendez, vous venez de signer quoi là avec le ministre allemand? Un pacte de non-agression. Ainsi inutile de s'en faire au sujet de l'Allemagne. Le danger de la guerre est éloigné. Mais nous sommes en 1939. Et c'est Hitler et les nazis qui sont au pouvoir en Allemagne. Ah, 2 mots interdits, là. Ouh, je vais me faire bannir. C'est le régime le plus raciste et le plus opposé aux idées communistes. Peut-être, mais les goulags, les camps de concentration, il n'y a pas beaucoup de différence. Oui, mais je ne peux pas faire confiance aux autres pays occidentaux pour nous défendre. En mars 1938, l'Allemagne envahit l'Autriche sans que Français et Anglais ne réagissent. En septembre 1938, à la conférence de Munich, les mêmes ont abandonné la Tchécoslovaquie à Hitler. Personne ne lèvera le petit doigt pour nous sauver. On vous donne ça et on vous laisse tranquille. Ya, ya! Ok, oui, en allemand. La paix est sauvée, on donne la Tchécoslovaquie. Sauf que le 1er septembre 1939, quand l'armée allemande envahit la Pologne, cette fois-ci, les Alliés réagissent. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. La paix est sauvée, hein? Donc, d'un côté, on a donc le procès de Staline. Donc, t'as Poutine qui est avec lui et donc Zelensky qui est contre, hein, en toute logique. Et là, on a des accords avec les Allemands. Et, je vais pas le montrer de trop loin, hein, parce qu'il faut quand même pas abuser. Mais ici,
Et ici, on a notre moustachu. Hein, et ici, on a les belles svastikas. Et oui, c'est la même couleur. C'est le même rouge. Mais c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les Russes. Et même là, hein, les deux sont nuls à chier. Soyons honnêtes, les deux sont nuls. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Vraiment pas. Non. Non, non. Essayez pas de me faire dire que les Russes sont mieux. C'est tout aussi nul à chier. Personne sauf personne. Bonjour Hugo. C'est avec moi que vous avez rendez-vous. Je suis correspondant dans Krasnaya Zvezda, le journal de l'armée rouge. Je m'appelle Vassili Grossman, suivez-moi. Donc là, il est écrit un truc en russe qui veut dire caserne de l'armée rouge. Donc le nom donné à l'armée soviétique. Et Vassili Grossman, donc il est devenu célèbre grâce à son roman Vie et Destin. Décidément, ils sont pas originaux sur les titres. Hein. L'autre, c'était Guerre et Pelle. Lui, c'est Vie et Destin. Cassez-vous un peu le cul. Hein. 8 Nations une mer, c'est plus original que vos titres. Et pourtant, mon livre n'est même pas sorti. Suivez-moi. Staline ne vous a pas tout dit. Le pacte germano-soviétique contient une clause secrète. Secrète? Oui. Hitler et Staline se sont entendus en cachette pour se partager l'Europe occidentale. Ils ont délimité leur zone d'influence. Sphère d'influence en Europe, donc soviétique, c'est vraiment le plus à droite possible, et allemande, c'est plus à gauche, plus dans le gros de l'Europe. C'est ainsi que le 17 septembre 1939, l'armée soviétique entre en Pologne. Elle va assassiner 22 000 officiers polonais, dont 4 404 dans la forêt de Katyn. Plus d'1 million de Polonais seront déportés en URSS. En novembre 1939, c'est au tour de la Finlande d'être envahie. Pour venir à bout de la petite armée finlandaise, l'URSS va perdre près de 400 000 soldats dans cette guerre d'hiver. Plus vite, Ivan! Parfait, l'uniforme vous va à ravir. On va pouvoir y aller. Y aller? Où ça? Sur le front? Hitler a envahi Staline le 22 juin 1941. Il a lancé l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS. Attends, la guerre d'hiver... Je me souviens plus du nom, mais il me semble qu'il y a un sniper finlandais qui a donné bien du mal aux Russes, mais je me souviens plus du nom. Je sais qu'il va être dans Valkyrie Apocalypse, mais je me souviens plus de son nom. Mais c'est quelqu'un de très connu. Il s'appelait la Mort Blanche, carrément. Tellement il était précis, dangereux dans cet endroit. Donc, Kaptchalebya. Je lis pas le russe, hein. Donc, édition 42 à 45. Donc, l'étoile rouge. Invasion à l'ouest. L'Allemagne passe à l'offensive. 3 millions de soldats allemands et 650 000 soldats de leurs alliés attaquent sur un large front. Les forces soviétiques reculent. Baptisée Barbarossa, l'opération lancée le 22 juin 1941 par l'Allemagne nazie est d'abord un désastre pour notre pays. 1200 avions sont détruits au sol le premier jour. 3,5 millions de soldats sont prisonniers à la fin de 1941. En septembre, Leningrad est encerclée et en novembre, la Wehrmacht est à 25 km de Moscou. Puis contre-attaque. Mais dès le mois de novembre, les contre-attaques de l'armée rouge et les rigueurs de l'hiver repoussent les Allemands. En juillet 1942, Staline publie l'ordre numéro 227, nommé plus un pas en arrière. Tout soldat soviétique qui recule sera fusillé. Et je connais ça, hein. Je me souviens de mes cours d'histoire, c'est effectivement ce qui est arrivé. Une idée de merde, mais c'est arrivé. Donc là, on a le pacte... Mais en fait, je comprends pas. Il y a un pacte entre les Allemands et les Russes. Pourtant, les Russes se font attaquer par les Allemands. Genre, ok, c'est vraiment le manque de respect. Et c'est quand même chiant, parce que d'habitude, tu sais, quand il y a une guerre... Bon, je veux pas me prononcer trop non plus, mais... Si, admettons, justement, Russie contre Ukraine. Si t'es normalement constitué, t'es pour l'Ukraine, pas pour la Russie. Mais cette guerre-là, ce combat-là, les nazis contre les soviétiques, je suis désolé, mais t'es pour personne. Il n'y en a aucun des deux qui est un bon parti. Je suis désolé. Là, c'est deux partis nuls, chiants, qui font n'importe quoi. Donc, je suis vraiment pour personne. Hein, je me suis mis en rouge pour le concept. Hein. Pas parce que je suis pour eux autres. Donc, voilà. On connaît donc l'existence de Vassili Grossman, un nouveau mec important. La guerre en Finlande et l'invasion à l'ouest, hein,
l'opération Barbarossa, avec des images qui ressemblent donc à des images d'archives de livres. Donc on a des pages quand même originales, hein. On a les pages de tantôt avec qui sont identiques mais de manière positive négative, puis là la page de comme un article, et ça dure encore les 2 pages suivantes. Hein. Stalingrad, le tournant de la guerre. Les nazis assiégèrent Stalingrad. Oui, parce que c'est plus Leningrad maintenant, c'est Staline. À partir d'août 42, les soldats soviétiques vont défendre la ville rue par rue pendant des mois, épuisant la Wehrmacht et transformant la résistance en symbole. En novembre, une contre-offensive est menée pour encercler les forces de l'Axe, leur faisant perdre près de 400 000 soldats, dont 120 000 prisonniers. La plus grande bataille de chars de l'histoire. Après l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, les Alliés ravitaillent pétrole, vivres, mais aussi 18 000 avions et 12 000 chars provenant des arsenaux anglo-américains. Durant l'été 1943, 6 000 à 8 000 chars s'affrontent à Kursk et l'armée russe sort victorieuse. Désormais, les Allemands ne font plus que reculer. Les forces en présence lors de l'opération Bagration. 800 000 soldats allemands, 2 331 700 soldats soviétiques. C'est assez clair. 553 blindés allemands, 4080 blindés soviétiques. 9500 canons allemands, 24 000 canons soviétiques. 839 avions allemands, 6334 avions soviétiques. Je pense que c'est assez clair. Le rouleau compresseur soviétique. L'armée rouge est devenue une redoutable machine de guerre. L'opération Bagration, menée à l'été 1944 en Biélorussie et en Pologne, fait plus de 400 000 victimes allemandes. Le 17 juillet, un cortège de 57 000 prisonniers allemands est emmené à Moscou. Leur défilé durera près de 7 heures. En avril 1945, les armées soviétiques et alliées se rejoignent en Allemagne et prennent le contrôle de Berlin le 30 avril 1945. Hitler se suicide dans son bunker, mais il est enfermé depuis janvier. C'est la fin de la guerre. La photo iconique montrant le drapeau rouge flottant sur Berlin a été mise en scène à des fins de propagande. Elle a été retouchée car l'un des soldats portait plusieurs montres, signe de pillage. L'armée rouge est victorieuse, mais laisse dans son sillage des pillages et des viols par centaines de milliers. Donc là, on a donc les pages comme des pages de livres. Donc d'un côté, on parle de la guerre de Stalingrad, qui est très très connue. Je pense que j'ai déjà vu un film, au moins un extrait de film qui parlait de ça. Les chars, la différence d'à quel point les soldats allemands avaient beaucoup moins de trucs. Enfin, l'armée allemande avait beaucoup moins de trucs que les soviétiques. Donc après, t'as les soviétiques, ils enfoncent tout ce qui est possible d'enfoncer. Et donc là, tu as une reconstitution d'une image iconique, donc du drapeau de l'URSS sur un Berlin en quasi-ruine, honnêtement. Enfin, quasi-ruine, honnêtement, c'est quasiment de la vraie ruine rendue là, c'est plus vraiment de la fausse. Mais soit. La guerre menée à l'Est par les nazis a été d'une violence sans égale dans l'histoire Une extermination à grande échelle. 1,5 million de Juifs ont été assassinés en Ukraine, comme au ravin de Babi Yar, les 29 et 30 septembre 1941, où toute la population juive de Kiev, 33 771 personnes, est massacrée. Le 3 juillet 1941, Staline avait proclamé à la radio la Grande Guerre patriotique, la lutte à mort contre l'ennemi allemand. En tant que commandant en chef de l'armée, les Russes le considèrent comme le grand vainqueur de cette guerre. La mobilisation était totale. 35 millions de citoyens ont servi dans l'armée rouge, dont 800 000 femmes. 1 million de détenus ont été envoyés au front. 2500 ont été démontés et remontés loin des combats. Car nous avons pratiqué la politique de la terre brûlée, comme contre Napoléon. 26 millions de Soviétiques sont morts, 13% de la population, dont 16 millions de civils, des peuples comme les Tchétchènes, les Tartares de Crimée, les Kabardes et les Ingouches ont été intégralement déportés. À la fin de la guerre, 25 millions de personnes sont sans abri. Yalta, Crimée, palais de Livadia, février 1945. La paix est désormais à portée de main, camarades alliés. Monsieur Churchill, Monsieur Roosevelt, donc respectivement Premier ministre britannique et président des États-Unis. Nous sommes ici pour préparer l'après-guerre.
alors que l'Allemagne est sur le point d'être vaincue. Les trois grands dirigeants ayant mené la guerre du côté allié sont réunis. Leur sort du monde se joue ici. Hello, young Frenchman. Are you Hugo Decrypt? Salut, jeune Français. Es-tu Hugo Decrypt? Mr. Churchill aimerait vous dire 2 mots en toute discrétion. Nous avons été dupés par Staline. Roosevelt, je ne suis pas étonné, il est trop naïf et malade. Mais moi, il m'a bien eu lorsque nous sommes vus il y a 5 mois à Moscou. Voyez ce bout de papier écrit de la main et signé par celle de Staline. J'avais estimé l'influence de l'URSS et les Occidentaux pouvaient revendiquer sur les pays vaincus ou libérés du nazisme. Document historique qui a été conservé. Donc Ouest-Est. Hongrie et Yougoslavie 50-50. Roumanie 10-90. Bulgarie 25-75. Grèce 90-10. L'influence. Oui, notre présence sur le terrain et notre capacité à contrôler les gouvernements en question. Staline, dont l'armée occupe déjà une grande partie de l'Europe, va en profiter pour constituer un bloc de pays contrôlés par l'URSS. Oui, bon, c'est mon accent britannique, je n'ai pas d'autre d'accent, ok? Oui, j'ai l'accent indien, mais ça n'a rien à voir. Donc là, on a la fin donc, de la Seconde Guerre et donc la fameuse réunion quand même très connue entre Roosevelt, Churchill et Staline. C'est une image assez iconique, hein, assez très historiquement importante. Donc voilà. Et donc là, t'as Churchill qui dit qu'il s'est fait avoir par les Russes parce que les Russes sont tout le temps faux, faut croire. Donc voici les images en question. Quand même, toujours des images très clean. Je pense que c'est Coco Pello le dessinateur. Ouais, non. Ouais, c'est Coco Pello, ouais, c'est clean, c'est très clean. Donc voici. Et en passant, si vous avez vu la dernière vidéo de ma fille avec Carlito, on voit ce livre-là aussi. Hein. Donc j'espère que YouTube va pas se rendre compte que oh putain, faut pas qu'il y ait ce livre-là. Bon, bref. Bon. C'est un bloc de pays contrôlé par l'URSS. Churchill avait raison. Et il va le dénoncer le 5 mars 1946 lors d'un discours prononcé aux États-Unis. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer est descendu sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Ils sont désormais sous le contrôle de Moscou. Donc, merde, je me souviens plus de tous les pays. Dans Berlin, c'est l'Allemagne. Vienne, c'est la Pologne, je crois. Budapest. Bon, je vais pas essayer, regarde. Si vous le savez, tant mieux. Si vous le savez pas, c'est pas grave non plus. Berlin, hiver 46. Donc là, t'as un char qui arrive dans un pont vers Hugo et qui donc l'éclaire de ses lumières. Hugo Decrypt, lui-même, monté. Je suis content de vous rencontrer, Hugo. Staline m'a beaucoup parlé de vous. Je n'ai eu droit qu'à un mystérieux message me fixant rendez-vous avec un certain Otto. C'est vous? La plupart du temps, oui. Pour tout le monde, je suis Otto von Sterlitz. Ancien officiellement. Mais vous pouvez m'appeler par mon vrai nom. Max. Colonel Maxime Issaïev. À notre époque, les individus ont souvent plusieurs identités, question de survie. Car notre monde est désormais divisé en 2 blocs. D'un côté, les Occidentaux, États-Unis en tête et leurs alliés. De l'autre, l'URSS et les pays communistes ou leurs sympathisants, donc la Chine et la Corée du Nord. En vérité, je suis un espion soviétique dans les années 60. Je serai un héros de livres et de films en URSS, comme James Bond en Occident. Vous ne trouverez pas mieux pour vous raconter ce qu'on appelle la guerre froide. Évidemment, c'est très important la guerre froide. C'est littéralement les US contre les Soviétiques, donc c'est logique, quoi. Donc là, t'as un récit qui commence avec Hugo qui arrive dans un... Pardon. Qui arrive donc dans un véhicule avec un agent double soviétique, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui joue avec un cube Rubik pour montrer que d'un côté, il y a les bleus, donc les Américains, et les rouges, les
les Soviétiques. Suivez un peu, on est dans un livre sur les Russes. Donc voici donc ces deux images-ci. Et donc on va passer à la prochaine page en atteignant l'1 heure de vidéo. Encore là, je pense pas que ça va être la plus courte. Hein? On est à 151 et il reste genre 19 pages. Donc il y a un monde où c'est encore plus long que la semaine d'après, mais t'inquiète, ça va jamais dépasser l'1h45. Je le promets. De toute façon, si ça n'atteint pas l'1h45, c'est pas la semaine prochaine, il y en a juste 32. Donc 20 pages de moins que là. Donc là, on a une grosse map sur tout ce qui est arrivé pendant la guerre froide. La guerre froide est une période de forte tension géopolitique, idéologique et militaire entre les États-Unis et l'URSS, sans affrontement direct, de la fin de la guerre en 1945 aux années 80. Après la défaite de l'Allemagne, Berlin était divisé en 4 zones d'occupation, soviétique, américaine, anglaise et française. En 1948, l'URSS a imposé un blocus des zones contrôlées par les Occidentaux, afin de les expulser, mais devant la détermination américaine, Staline finira par reculer. En 1945, les Américains avaient testé leurs bombes atomiques contre le Japon. Nous nous dépêchons pour en avoir une aussi. Ce fut le cas de 1949. Vous vous rendez compte, c'est pas si loin, mes deux grands-mères étaient nées. Hein. La guerre de Corée, 50 à 53, a opposé le Nord, soutenu par la Chine communiste, et le Sud, soutenu par les États-Unis. L'URSS n'a pas officiellement engagé de troupes terrestres dans ce conflit, mais notre soutien aux forces du Nord fut massif. Donc vous allez voir, ce qui est en bleu ou bleu pâle, c'est les États-Unis et les Alliés, et ce qui est en rouge, c'est l'URSS et les Alliés, donc le bloc de l'Est. En 62, on frôle la guerre nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba. L'année précédente, les Américains ont tenté un débarquement sur l'île, dans la baie des Cochons, mais l'ont raté. Cuba se rapproche alors de l'URSS qui y installe des missiles nucléaires pointés sur les États-Unis. Les Américains n'ont pas trop aimé, on a fini par les enlever. En 1956, c'est la crise du canal de Suez. L'URSS menace la France, le Royaume-Uni et Israël d'une riposte si ces pays continuent leur offensive contre l'Égypte. Un cessez-le-feu est signé rapidement. En Asie, l'URSS soutient les luttes de libération anticoloniale, comme lors de la guerre d'Indochine de 1946 à 1954, contre les Français, puis lors de la guerre du Vietnam de 1957 à 1975 contre les Américains. De peur de voir l'armée rouge débouler en Europe, les États-Unis et leurs alliés créent en 1949 une organisation militaire appelée OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc les 12 fondateurs de l'OTAN sont la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Selon le traité, si un pays membre est attaqué, alors les autres considéreront cette attaque comme dirigée contre eux tous. L'OTAN s'est constituée pour faire face à notre influence. Alors en réponse, nous créons en 1955 une organisation militaire appelée Pacte de Varsovie. Elle réunit l'URSS et 7 pays frères. L'Albanie, la Bulgarie, l'Hongrie, la Pologne, la RDA, donc l'Allemagne de l'Est, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. Comme dans l'OTAN, les pays membres s'engagent à se défendre mutuellement en cas d'attaque contre l'un d'entre eux. Donc là, on a la grosse map de tout ce qui s'est passé. Hein, donc les deux Berlin, enfin les deux Allemagnes techniquement, la bombe nucléaire soviétique, la guerre de Corée, les missiles de Cuba, le canal de Suez et donc la guerre d'Indochine et du Vietnam. Et donc il y a la création de l'OTAN et du pacte de Varsovie. Disons qu'il y en a un des deux qui va durer plus dans le temps que l'autre. Spoiler, celui qui a duré plus longtemps, il dure encore maintenant. Je pense que vous savez c'est lequel que vous connaissez le plus entre l'OTAN puis le pacte de Varsovie. Hein. Donc une belle grosse map qui décrit tout. Donc on voit genre la Corée juste ici, là. En haut, c'est en rouge, mais en bas, c'est en bleu. Hein. Donc c'est pour dire. Vous comprenez qu'avec de tels événements, pour près d'un demi-siècle, c'est l'âge d'or de mon service. Et comment il s'appelle, votre service? Le KGB, dont voici le siège. La Lubyanka à Moscou. Plutôt austère, mais impressionnant. C'est que, selon les périodes, nous sommes entre 500 000 et 1,5 million de collaborateurs rien qu'en URSS, auquel il faut ajouter plus de 5 millions d'informateurs ailleurs dans le monde. En fait, c'est l'ancêtre du FSB, donc le Service fédéral de sécurité de la Russie. Exactement. Nos missions sont très larges. Espionnage, contre-espionnage,
politique, contrôle des frontières, protection des dirigeants, propagande. Pour les mener à bien, nous pratiquons infiltration, manipulation, pillage scientifique et technologique, sabotage, assassinat. Pas très rassurant. Et vous m'emmenez où? La porte d'entrée, c'était au-dessus. En dehors des personnes qui y travaillent, personne n'entre ici. Ou alors, elles ne ressortent jamais. Formule tristement célèbre en Russie. La Loubianka comporte une prison de 115 cellules et des caves. Les cours de promenade sont sur le toit entourés de hautes palissades. En 1987, on essaie de faire croire que le virus du sida a été créé par l'armée américaine. Le gouvernement nous ment, nous voulons la vérité. Le virus du sida fabriqué aux USA. Disons, avec les propagandes contre la Chine, avec la COVID, on n'est pas mieux maintenant. C'est un peu gros, ça ne prend pas, dommage. Les fake news ne sont pas une invention des réseaux sociaux. Nous infiltrons les plus hautes sphères de nos adversaires. C'est ainsi que nous obtenions rapidement la bombe atomique. Pozdravnie... félicitations, chers collègues. Le revers de la médaille, c'est que nous nous espionnons nous-mêmes. Toutes nos administrations sont surveillées. Au ministère de l'Intérieur, 30% du personnel est informateur du KGB. Il faut dire que nos moyens sont sans limite et que nous ne sommes soumis à aucun autre contrôle que celui du leader de l'URSS. Et lui-même, vous l'espionner aussi? Vous rigolez! Imaginez si Staline apprenait que... Allô? C'était la femme de chambre de Staline. Elle m'appelle parfois pour, me donner des nouvelles, quoi. Staline vient de mourir. C'est froid comme manière de le dire, mais c'est comme ça. Les Russes, ils sont froids, et pas juste littéralement. Donc là, il parle donc du KGB, qui est donc, comment dire, les ancêtres du FSB, donc En gros, le KGB existe encore, mais sous un autre nom, quoi. C'est exactement ça. Donc là, on voit tout ce qu'ils font et tous les trucs assez graves qu'ils font. Hein, les fake news, les sabotages, les pillages, les assassinats, les manipulations. Et vu les endroits, sûrement de la torture, hein, sûrement des interrogatoires assez fait avec point. Hein, je pense que c'est pas des enfants de cœur, hein, infiltration et tout, c'est quand même très grave. Donc voici ici. 5 mars 53. C'est étrange. D'un coup, il ne fait plus peur à personne. L'annonce de sa mort fait le tour du monde. La population soviétique, façonnée par des années de propagande, pleure son leader. Des millions de personnes assistent à ses funérailles le 9 mars 53. L'hystérie est telle que des bousculades font près de 1500 morts. Les dernières victimes de celui qui aura tué des millions de personnes dans notre pays. Pour sa succession, les leaders se jaugent pour savoir qui est le plus puissant. Celui qui devient alors la cible de tous les autres. À ce petit jeu, c'est Beria, le supérieur de Max, qui gagne, ou plutôt qui perd. Il régnait avec terreur sur l'appareil policier depuis 15 ans. Les autres le font arrêter en juin et exécuter en décembre 53. Toutes mes condoléances, chef. C'est le dernier dirigeant soviétique à finir ainsi. Comme quoi, on s'assagit. Finalement, c'est Nikita Khrouchtchev qui l'emporte et qui va diriger le pays jusqu'en 64. Bon petit soldat du stalinisme, cadre énergique plus qu'intelligent, passionné d'agriculture et surnommé Kukurousnik, Monsieur Maïs, personne ne l'avait vu venir. Son œuvre principale, la déstalinisation. Le 25 février 1956, au 20e congrès du parti, il lit un rapport secret dénonçant les crimes de Staline et appelant à la fin du culte de la personnalité. On l'a appelé le discours secret car il a été publié à huis clos et n'a fait l'objet d'aucune publication. Mais il a circulé en interne et a eu un impact immense. En 1961, le corps du dictateur est même retiré du mausolée de Lénine et Stalingrad. En 61, le corps du dictateur est même retiré du mausolée de Lénine et Stalingrad devient Volgograd. Décidément, ça a changé comme nom, cette ville-là. Une réforme de libéralisation gagne la société. On réhabilite de centaines de milliers d'ennemis du peuple envoyés au goulag par Staline. J'ai entendu des choses terrifiantes sur ces camps. Elles sont vraies.
Les Soviétiques ont découvert l'enfer du goulag grâce au roman Une journée d'Ivan Denisovitch, d'Alexandre Solzhenitsyn, paru en 62. Khrouchtchev est intervenu personnellement pour permettre sa publication. C'est quand même gros, là. Donc là, on a officiellement la mort de Staline. C'est pas la fin de l'URSS, mais ça commence à déjà à descendre en flèche. Hein, logique. Donc, les funérailles qui ont même les funérailles ont fait des morts, c'est pour dire. Et donc, toutes les magouilles pour savoir qui va devenir le chef. Et finalement, c'est lui. Qui a l'air presque gentil. Nikita Khrouchtchev. Monsieur Maïs. Ou Kukurusnik. Et donc, il dénonce tout ce que Staline a fait, le culte de la personnalité, voilà quoi. Puis après, il y a plein d'ennemis qui sont revenus dans le pays, qui sont plus des ennemis maintenant, hein, et donc qui ont été envoyés au goulag, mais qui reviennent. Donc là, on devine que oui, toutes les rumeurs sur le goulag sont pas des rumeurs, sont bien vraies. Je m'appelle Ivan Denisovitch Tchoukov, et je suis un prisonnier du goulag. Sous Staline, on peut être condamné pour une simple blague à son sujet. La majorité des détenus sont retenus en Sibérie ou dans le nord du pays. Il y fait parfois moins 50 degrés Celsius. L'appel a lieu à 5 heures du matin. Dans ce cas, on est 5000, alors ça dure des heures. On compte 10% de truands chevronnés, 20% de détenus politiques, et pour l'essentiel, 70% de pauvres gens qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Beaucoup de prisonniers du goulag appartiennent à l'un des peuples que Staline juge ethniquement et socialement suspects. Baltes, Polonais, Ukrainiens, Moldaves, Criméens, Tartares, Grecs, Bulgares et Arméniens, Caucasiens, Karatchaïs, Tchétchènes, Ingouches, etc. Les prisonniers sont forcés de travailler entre 12 et 16 heures par jour. Il faut remplir des objectifs impossibles et parfois inutiles. On creuse des canaux et des voies de chemin de fer qui ne serviront jamais. Entre 29 et 53, 20 millions de Soviétiques sont passés par le goulag, soit près d'1 sur 100, et 4 millions y sont morts. On est organisé en brigades. Si on travaille suffisamment, tout le monde touche sa ration, sinon on crève tous ensemble. On se contrôle ainsi les uns les autres. Donc c'est littéralement la continuation logique du communisme. À cause de toi, il faudrait qu'on ait rien à bouffer au travail et ordures. Pour ma part, les rations sont très limitées. Une bouillie de céréales au réveil, un bol de soupe et 40 à 100 grammes de pain ou de viande le midi et le soir. La nourriture représente la principale monnaie d'échange du camp. Si tu veux quelque chose, il faut être prêt à rester le ventre vide. Survivre demande de restreindre son humanité aux besoins élémentaires et de se raccrocher aux rares petits moments de plaisir. Et quand on arrive au bout de sa peine, elle est souvent renouvelée pour la même durée. Eh bien, c'est fini. Khrouchtchev a dit que tu es libre. Attends, mais si Khrouchtchev était pas si fin, hein, si les goulags existaient encore. Donc finalement, il est pas fou. Mais il y a un mec, il est mort dans les 5 dernières années. Je sais pas si ça va être maintenant ou dans le chapitre d'après qu'on va en parler, mais c'est le mec qui a mis la fin à l'URSS officiellement. Gorbatchev, je crois qu'il s'appelait. Donc, je suis sûr qu'ils vont en parler. Je sais pas si c'est là ou dans les chapitres, les 2 chapitres qui viennent. Enfin, dans le chapitre 6, parce que le chapitre 7, c'est juste sur Poutine. Mais sur le chapitre 6, ça se peut qu'il parle. Ça s'appelle la chute de l'URSS, ce chapitre-là, de toute façon. Donc, je pense que c'est plus là qu'ils vont en parler. Mais retenez ce son-là, Gorbatchev. Il est important. Donc là, on a la réalité des camps de concentration soviétiques. Donc, pas extrêmement différent des camps de concentration allemands. Hein? Pourtant, ils saisissaient. Donc, si on lit un peu tout, c'est pas mal ça. Des travaux forcés, des rations limitées, aucun plaisir. Tout le monde est puni si un seul fait de la merde. Fait de la merde. En gros guillemets, hein, s'il est crevé, il va pas continuer, puis tout le monde va être puni. Donc, on voit les belles conditions de chiottes qu'il y avait. Et c'est là qu'on se dit que putain, on est quand même bon dans notre petit chez-soi. Hein. Il y a des gens qui sont morts de même. Hein. Ça fait quand même pitié. Dans le mauvais. Enfin, non, dans le. Pitié, ça n'a pas un bon sens, de toute façon. La Khrouchtchevka, l'immeuble typique de la société soviétique. Libre, tu parles. Dans la société soviétique, tu restes toujours un ancien prisonnier qu'on fuit comme un pestiféré.
Les gens comme moi sont cloîtrés dans des piaules misérables, bien différentes des appartements en dessous. Ici, par exemple, c'est un appartement communautaire. Le parti a imposé que chaque logement accueille jusqu'à 8 familles. Chacune reçoit une chambre et ils partagent cuisine, couloir et sanitaire. Fini les logements privatifs. Comme j'ai dit, c'est la suite du communisme. C'est encore l'URSS, fait que c'est le communisme, c'est pas la suite de, c'est ça. Enfin, sauf pour quelques privilégiés, l'élite du parti, les directeurs d'usine et de kolkhoz, où les hauts gradés de l'armée et du KGB ont droit, eux, à des appartements individuels et spacieux. Finalement, le communisme reproduit les mêmes inégalités sociales que sous les tsars. Et si les femmes ont acquis certains droits, de vote, de divorce, leur émancipation est un trompe-l'œil. Elles ont des congés de maternité et la possibilité d'avorter, mais la violence intrafamiliale et l'alcoolisme sont des fléaux nationaux. L'URSS est le premier pays au monde à mettre en place un système de santé universel et gratuit, mais il est très peu performant. Les enfants, eux, sont encadrés dès leur plus jeune âge. Pionniers jusqu'à 14 ans, puis jeunesse communiste. L'objectif est d'en faire de bons petits soviétiques prêts à tout pour défendre le régime. Vous voyez une différence avec le nazisme? Moi, j'en vois pas tant. Les femmes ont l'air... Depuis tantôt, je dis, c'est féministe. C'est fuck all féministe, finalement. C'est zéro féministe. Hein, c'est vraiment de la merde pure. Il y a rien... C'est nul. Même les enfants, c'est comme la jeunesse hitlérienne. Là, c'est la jeunesse soviétique. C'est pas mieux. La culture aussi est embrigadée dans des unions professionnelles. Union des artistes, des musiciens, des écrivains, des cinéastes. Les peintres doivent se conformer à la doctrine officielle du réalisme socialiste, représenter la réalité sociale des classes populaires de manière à la fois réaliste et héroïque. Ah oui, ok, donc l'art devient de la propagande. Et justement, c'est dans cette époque-là qu'est sorti Guerre et paix. C'est un film en 4 parties que j'ai dans ma liste. Je suis quand même curieux de voir ça ressemble à quoi. Surtout que c'est un film soviétique, hein, c'est pas un film russe, c'est un film soviétique, j'étais assez curieux. Voir si ça fait partie de ces films de propagande-là ou pas. Mais il me semble que c'est l'adaptation d'un auteur qu'on avait vu tantôt, la semaine dernière. Je vais vous en parler quand je vais les avoir vus, mais c'est pas pour tout de suite, je les ai pas encore trouvés. Nos dirigeants préfèrent appeler ça l'éducation des masses. Prenons le sport, lui aussi participe à la formation du citoyen soviétique. Il doit véhiculer des valeurs comme le sens du collectif et l'amour de la patrie. L'affrontement entre l'Est et l'Ouest se joue aussi dans des compétitions sportives. Tous les moyens sont bons pour gagner, y compris par le dopage d'État. Oui, sans scrupule. Disons que c'est de la recherche médicale. En 1980, lors des JO de Moscou, nous arrivons largement en tête et la RDA est deuxième. Donc, l'Allemagne de l'Est, sous contrôle de l'URSS. Oh, Max, voilà. Mais 50 pays boycottent ces jeux, dont les États-Unis. Lorsque le communiste pointe le ciel, le grincheux regarde le doigt. Ne l'écoutez pas, Hugo, et venez rêver avec nous. Vous direz, que diriez-vous plutôt d'un vol dans l'espace? C'est vrai que la conquête spatiale, c'est aussi quelque chose d'intrinsèque à la guerre froide. Donc là, on a la maison typique, hein, qui est donc une maison collective, donc communiste, avec les seules exceptions étant les grands dirigeants. Là, on se rend compte finalement le féminisme, il n'est pas vraiment incroyable. Hein, que oui, il y a un système de santé universel, mais qui est assez foireux. Que les enfants, c'est comme la jeunesse hitlérienne, donc c'est pas mieux. Et que même l'art, les écrits, les musiques, les films, c'est tout dirigé par l'État. Même des compétitions sportives comme les JO. Et donc maintenant, on s'en va dans l'espace, hein, avec le combat spatial. Gargarine, je crois, qui va dans l'espace, si je suis pas trop imbécile. Mais bref, on va le savoir bientôt parce que c'est littéralement la prochaine page. Youhou Hugo, je suis Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace. Montez me rejoindre. Allez-y Hugo, la course à l'espace est l'un des temps forts de la guerre froide. Nous sommes le 16 juin 1963 et nous décollons du pas de tir de Baïnokour au Kazakhstan, une des républiques de l'URSS. Mais ce n'est pas le premier vol dans l'espace. Dès 1957, nous avons envoyé le premier satellite en orbite, Sputnik 1, puis le premier être vivant, la chienne Laika. Et en 1961, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Faut croire que
Je suis pas mauvais en histoire, hein, c'est mes connaissances. Hein. Et aussi un soviétique. Nous apparaissons ainsi comme la plus grande puissance technologique du monde, humiliant les Américains. Et regarder la Terre vue d'en haut, c'est comme comme c'est beau une planète gagnée par le communisme. Notre politique extérieure s'appuie sur les partis communistes à l'étranger. Dans chaque pays capitaliste, nombre d'élus et d'intellectuels défendent notre cause. En plus du soutien aux luttes pour l'indépendance des colonies, nous sommes aux côtés des pays arabes contre Israël. Un allié de poids nous rejoint en 1949. La Chine devient communiste. La Chine communiste de Mao Zedong. En vrai, je te jure, je pense que là, il fait la Russie, là, mais il pourrait faire un livre similaire sur l'histoire de la Chine, que ça serait tout aussi gros, avec autant de trucs à dire. Hein, parce que la Chine, peut-être genre... je pense que la Chine, la Mongolie, puis... attends. Moi, je pense que les 5 pays les plus vieux qui existent depuis longtemps, il y a... il y a l'Égypte, la Grèce, l'Italie, la Chine et la Mongolie. Moi, c'est les 5 pays qui sont qui existent depuis le plus longtemps. À comparer, hein, le Canada, ça n'a même pas 200 ans. Donc, enfin non, peut-être 300 ans, mais c'est à côté de quelque chose qui existe avant Jésus-Christ, comme les Chinois, c'est sûr que c'est pas fou. Bref. Nous remportons des succès jusqu'en Amérique latine. Le Chili et le Nicaragua basculent de notre côté. Eh oh, je suis Neil Armstrong. Je suis américain et cette fois, c'est nous qui sommes les premiers à poser le pied sur la Lune, le 21 juillet 69. Donc, littéralement, 1 mois et... et 8 jours. Ouais. Un mois et 8 jours après que mon père soit né. Littéralement. Et d'ici, on ne voit pas tout à fait la même chose. Donc là, on a la planète Terre avec tous les gros trucs qui sont passés. Le premier truc qui a décollé dans l'espace. Le premier être vivant. La première personne, mon Gargarine. Le communisme partout dans le monde, hein, comme les pays arabes, l'Amérique latine, la Chine, qui va devenir genre le 2e plus gros bastion soviétique, oui, communiste. Même si quand même la Corée du Nord va sûrement... ils vont sûrement en parler un peu quand même de la Corée du Nord. Hein. Et donc, Neil Armstrong qui a été le premier à poser le pied sur la Lune. D'abord, toute l'Europe de l'Est ne s'est pas ralliée au bloc soviétique. La Yougoslavie a rompu avec Staline dès 1948. Puis, les premières fissures apparaissent en RDA en 1953. L'armée rouge intervient contre des grèves ouvrières. Beaucoup d'Allemands de l'Est fuient alors à l'Ouest. À partir de 1961, le mur de Berlin sépare la ville en deux. Terrible symbole pour le monde communiste, obligé d'enfermer ses propres citoyens pour les empêcher de s'enfuir. En Hongrie, en 1956, puis en Tchécoslovaquie en 1968, d'autres soulèvements sont écrasés par l'armée rouge. Enfin, les tensions s'accumulent avec la Chine jusqu'à provoquer un conflit frontalier armé en 1969. Et en 1972, la Chine se rapproche des États-Unis. Le monde communiste lui-même est divisé en deux. Quant à cette course à l'espace, elle ruine l'URSS. Oui, ben, on est revenu sur Terre, quoi. Khrouchtchev, jugé trop tendre, a été remplacé en 1964 par Leonid Brejnev, tenant d'une ligue plus dure. On est d'accord que tous les gens entre Staline et Gorbatchev, on les connaît fuck all. Genre là, là, un peu plus tôt, on se rappelle, ils ont parlé du Monsieur Maïs, là. Donc, Khrouchtchev, puis Brejnev, on ne les connaît pas ici en Occident. Brejnev renforce le contrôle du parti sur la société soviétique et se permet une détente avec les Occidentaux. En 1975, les accords d'Helsinki reconnaissent l'inviolabilité des frontières en Europe de l'Est. En échange, on a promis de respecter les droits de l'homme et la libre circulation des idées. Promesse en l'air, bien sûr. Les Russes ne supportent plus la propagande, ils veulent qu'on leur dise la vérité. Zut, Andrei Sakharov, c'est le père de notre bombe H, la bombe atomique plus puissante que celle lancée sur Hiroshima. Mais depuis, c'est un dissident. Il ne cesse de prendre position contre le pouvoir. Je reçois le prix Nobel de la paix en 1975 pour mon action en faveur des droits de l'homme en URSS. Le KGB n'aime pas beaucoup. Oui.
Car avec Brejnev, le régime semble refuser toute évolution de la société, la faisant entrer dans une sorte de stagnation. Sauf que la société est urbanisée, les habitants sont mieux instruits et possèdent de nouveaux moyens de communication. Cela permet la formation d'une opinion publique. Les samizdat, les publications clandestines, diffusent des idées nouvelles et des révélations. Dans les années 70, l'économie va mal. L'agriculture ne parvient plus à nourrir le pays. 90% d'augmentation du budget militaire en URSS entre 70 et 87. 20% du PIB de l'URSS est consacré aux dépenses militaires à la fin des années 80. L'État dépense surtout pour l'armée. Même les pays communistes sous notre influence sont mieux équipés que nous en voitures, en électroménager. Les pénuries s'accentuent et le marché noir se développe. Nous sommes gouvernés par des vieillards corrompus, détournant l'argent et les postes de pouvoir à leur profit et celui de leurs proches. Tes rhumatismes vont mieux, mon vieux Brejnev? Donc là, on a la vraie histoire de ce qui s'est passé à l'époque de la conquête spatiale, racontée par Neil Armstrong en tenue d'astronaute. Comme quoi, le mur de Berlin, ça a été assez chiant parce qu'il ne voulait pas de séparation. Excusez-moi, Tchécoslovaquie qui est plus avec eux. La séparation entre les Allemands, les Chinois et les Soviétiques. Le remplacement de Khrouchtchev par Brejnev. Un autre Ève, faut croire. Après, tu as des tracts donnés par des gens comme ce cher Andrei Sakharov qui va gagner un prix Nobel de la paix. Donc là, il commence à voir que ça commence à stagner, que les habitants sont plus instruits et tout. Et que les budgets sont mal répartis, qu'il n'est pas censé en avoir autant sur juste les dépenses militaires. Et ils se rendent compte que là, la politique, ça commence à être juste des vieux corrompus qui font n'importe quoi. Ouch, il est sévère. Non, il dit vrai. Au tournant des années 80, nos dirigeants passent plus de temps à l'hôpital qu'au Kremlin. Brejnev, gravement malade et sénile depuis des années, meurt le 10 novembre 82. Il est remplacé par Yuri Andropov, qui ne tient même pas 15 mois, dont les 8 derniers à l'hôpital. Son successeur, Konstantin Tchernenko, était soigné dans la chambre d'à côté. Il gouverne à peine un an avant de décéder le 10 mars 85. Pour le moral des Soviétiques et pour l'image de l'URSS à l'étranger, c'est désastreux. Hello, un café pour tenir le coup? Je ne vous propose pas un verre de vin. Il tâche. Regardez mon crâne. Ah, j'ai rien dit. Ils vont parler de Gorbatchev. Oh, mais je vous reconnais. Vous êtes Mikhail Gorbatchev. Oh oui, c'est moi. Je suis le nouveau dirigeant de l'URSS. Fini les vieux schnocks. Avec moi, tout va changer. On ne peut plus vivre comme ça. Moscou 85. Donc la place rouge, l'ex-bureau de Lénine, l'ex-bureau de Staline et donc le bureau de Gorbatchev. Bienvenue au Kremlin, Hugo. Vous voyez, on n'a plus rien à cacher. À mon arrivée ici en 85, je mets en place la glasnost, la politique de transparence, pour le dire en français. Une formidable libération de la police, de la parole et des médias. Un an plus tard, l'accident dans la centrale nucléaire de Tchernobyl accélère les choses. Mes services commencent par cacher la gravité de la situation. Mais face à la catastrophe et aux contaminations dans toute l'Europe, il est impossible de mentir. Nous devons être plus transparents. Cette transparence nous permet aussi d'identifier nos faiblesses et de mettre en place une nouvelle politique. La perestroïka, ce qui signifie reconstruction. 1. Plus de liberté pour les paysans, les fermes privées. 2. Plus de liberté dans l'économie, possibilité d'être à son compte. 3. Plus de liberté politique, élection avec quelques candidats indépendants. Et 4. Réforme de la Constitution, élection d'un président de l'URSS, élection à candidats multiples pour les soviets. Les gens doivent être contents. Et ça marche? Non. Pas du tout. Du tout. Merde, faut qu'on même Gorbatchev y aurait pu faire. Et tu vois, Gorbatchev, de tous les Russes qu'on a entendu parler, pour moi, c'est le plus sympa de toute la gang. Pour moi, il n'y a aucun qui est aussi fin. Je l'ai pas connu. Mais voilà, de ce qu'on lit, c'est lui qui a eu des meilleurs impacts positifs. Alors on voit Brejnev, Andropov et Tchernenko, c'est des vieux séniles qui sont morts après même pas un an. Et donc là, on fait la connaissance d'un autre acteur très important de la Russie moderne, Gorbatchev.
ça va être lui qui va dissoudre l'URSS. Je spoil l'histoire. Ouh! Hey! Je spoil un truc que tout le monde sait! Enfin, que tout le monde fan d'histoire sait, tout du moins. Donc on voit libération de la parole et des médias, l'accélère Attends, c'est quoi l'accélère? Voilà, donc il y a plus de liberté économiquement, agriculturement, constitutionnellement, puis politiquement. Ouais, donc il y a beaucoup plus de liberté. Mais pas tout fonctionne. Donc voici pour cette photo. C'est l'avant-dernière pour aujourd'hui. Au début, tout se passe bien avec ma femme Raïssa. Je casse l'image austère des dirigeants soviétiques éloignés du peuple. Ma première mesure est le lancement d'une campagne anti-alcool, un fléau historique en URSS. Il essayait vraiment de faire bannir la vodka de la Russie. Hein? Pas sûr que c'est une bonne idée. Bon, ce n'est pas très populaire et je l'arrête vite. Je m'approche des Américains pour mettre fin à la guerre froide. Un premier McDonald's ouvre même à Moscou en 90, un véritable symbole dans un pays jusque-là opposé au capitalisme. Aussi, je mets fin à la guerre en Afghanistan, menée en soutien au gouvernement communiste en place, dans lequel l'URSS s'embourbait depuis 10 ans. Allez, on remballe. Petit McDo en arrivant à Moscou? En 88, je suis désigné homme de l'année par le magazine américain Time, et en 90, je reçois le prix Nobel de la paix. Mais, entre-temps, la situation économique s'est aggravée. Time, Man of the Year, The Education of Mikhail Sergeyevich Gorbatchev. Ah oui, puis le truc contre l'alcool, c'est l'ivresse ne sera pas tolérée, donc une affiche qui date de 67. Les cours du pétrole chutent. L'inflation explose et les caisses de l'État sont vides. La perestroïka n'atteint pas les objectifs escomptés, aggravant les pénuries et les inégalités sociales. Les réformes suscitent l'opposition de nombreux cadres inquiets de perdre leurs privilèges. Les premières mesures pour aller vers une économie de marché se font au bénéfice de l'élite, les membres de la nomenclatura. La même année, après avoir normalisé les relations avec la Chine, Gorbatchev visite la Grande Muraille. Très bel ouvrage, mais il y a déjà trop de murs entre les hommes. Et ça, c'est une citation authentique traduite. Voudriez-vous qu'on élimine celui de Berlin? Pourquoi pas? C'est un très bel ouvrage, mais qui date des années et des années. Tu peux pas être là pour être contre ça, t'étais pas là. Donc là, on voit comment il commence. En vrai, Gorbatchev, il commence quand même bien sa job, mais ça va pas durer tout le long. Hein? Sa campagne contre l'alcool n'a pas fonctionné. Il commence à se rapprocher des US avec même des McDo qui commencent à être ouverts. L'Afghanistan, il arrête ça. Il devient l'homme de l'année en 90 et il gagne le prix Nobel de la paix. Non, en 88, il gagne l'homme de l'année. Et en 90, le prix Nobel de la paix. Et par contre, l'économie, lui, ça marche pas. Hein. Le pétrole chute, l'inflation monte, les objectifs de la Petroyevskoïa ne fonctionnent pas. Les réformes, il y a beaucoup d'opposition. Et l'élite veut absolument reprendre son pouvoir, même si c'est des enculés. Hein. Les gros riches, les millionnaires, les milliardaires, c'est des gros enculés. Hein. Je pense qu'on le sait à force. Donc là, à un moment donné, il visite la Chine. Et même s'il trouve que c'est une belle place, il trouve qu'il y a trop de murs. Trop de murs entre les hommes. Là, t'as un journaliste qui demande donc, voulez-vous que quelqu'un élimine celui de Berlin? Puis il dit, allez, why not? Pourquoi pas? 9 novembre 1989. Si j'avais su que ma réponse était prémonitoire, c'est incroyable. Le mur de Berlin est tombé en quelques heures. Oui. En début de soirée, un responsable du parti annonce que les citoyens pourront désormais franchir la frontière alors que la mesure devait être progressive. Des milliers de personnes se précipitent au point de passage. Les gardes frontiers, débordés, ouvrent les barrières. Ambassade russe de Berlin. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de protestations réclamant plus de liberté. Et Gorbatchev refuse d'intervenir militairement. Et
là-dessus, j'ai un jeune collègue du KGB en poste ici, en Allemagne de l'Est, qui a une opinion bien arrêtée. Il s'appelle, et c'est le même genre de fin que la semaine dernière, où que le plot twist en mode « Ouh, c'est Staline qui arrive », et ben là, il s'appelle Vladimir Poutine. Cela va mener à la plus grande catastrophe géopolitique du siècle. Et ça aussi, c'est une citation authentique. Et qui conclut donc le chapitre 5. Donc en haut, on a donc la libération de Berlin, le cassage du mur en 89. C'est pour ça que j'ai arrêté ça en 89 dans ma timeline. Donc, t'as Gorbatchev qui n'a pas voulu être contre. Hein, c'est lui, indirectement, qui a mené à ça. Donc, il ne peut pas être contre, ça serait assez injuste. Et t'as l'agent double de tantôt qui va donc montrer à Hugo un nouveau personnage très important de la Russie. Et celui-là, il est encore vivant, malheureusement, Vladimir Poutine. Et donc, la semaine prochaine, on va enfin s'intéresser à la Russie moderne aux 35 dernières années. Donc, c'est la fin donc, de la vidéo. Merci d'avoir écouté donc le chapitre 5, camarades, de ce livre. Hein, et on se rend compte, on est à 1h36 et on a juste fait un chapitre. Donc, je me suis dit que c'est une bonne idée de juste faire ce chapitre-là. De toute façon, c'est un gros chapitre sur toute l'URSS. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Personnellement, pour l'instant, en tout cas, c'est mon chapitre préféré. Je le dis déjà d'avance. Donc, j'espère que vous avez aussi beaucoup apprécié. La semaine prochaine, ça va être les 2 dernières vidéos sur ce livre. Donc, le chapitre 6 et 7, Chute de l'URSS et la guerre de Poutine, donc de 171 à 202, donc les 32 dernières pages. Et donc, ça va être simplement donc les 36 dernières années, donc de 90 à maintenant, et qui va donc littéralement parler de la fin du 20e et le 21e siècle. Ça va être plus court parce que c'est 32 pages au lieu dans la 50 ou 60aine, mais soyez là parce qu'on va parler d'une époque que des gens encore vivants maintenant ont vécu, et l'époque qu'on est en train de vivre actuellement avec tout le délire, tous les trucs qui se passent avec la guerre en Ukraine, et je pense qu'on commence à comprendre les origines de tout ça. Donc la semaine prochaine, on va concrétiser ça et terminer, et faire la conclusion, à mon avis sur le livre. J'ai déjà tout lu ce qu'il y avait autour, donc ça va être juste mon avis et ce qui va arriver les semaines d'après. Je ne sais même pas encore, mais j'espère d'avoir des bonnes idées pour la suite de 2026. Comme j'ai dit, 2026 va être une année folle. Ça commence déjà très bien. La voix a commencé hier. On avance bien la lecture de ce livre-là. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, dans mon cas. Donc, j'espère que c'est aussi votre cas. Moi, cette semaine, j'ai des pratiques en détente et en thérapeutique en masso, mais ça, je vais vous en parler en temps et en heure. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Passez une très bonne semaine de janvier. Et donc, à la semaine prochaine pour la dernière lecture et la conclusion de Hugo décrypte en Russie, où on va discuter de l'époque qu'on vit actuellement, les 36 dernières années, où le pouvoir est principalement par Poutine. Donc, j'espère que vous allez être là pour la fin de cette lecture, hein, qui ne fut pas extrêmement longue, mais j'espère que vous l'avez quand même apprécié. Bon, je ne peux pas dire encore au complet parce qu'on ne l'a pas tout lu, mais soit. J'espère que vous kiffez. Ça se finit la semaine prochaine, mais ça va finir, je vais dire en beauté, mais en beauté au niveau des informations. Donc, voilà. Et vu que je commence à me répéter et à dire n'importe quoi, on va conclure ça maintenant. Merci, bonne semaine et à la semaine prochaine pour la fin de cette lecture et les plans pour février, mars, avril, les mois qui arrivent. Donc, merci d'avoir écouté ce cours sur le communisme. Et donc, votre camarade Ashibal vous dit à dans 7 jours, tout simplement.